Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de test du Fujifilm X-T4. Cette vidéo conclut une série de 6 vidéos que j'ai faites pour approfondir le test du X-T4. Donc, vous avez la vidéo de mise en route, donc de découverte de la boîte et de première configuration qui peut vous donner un aperçu des menus. On a fait ensuite une vidéo sur comment enlever ou mettre la courroie. On a fait une vidéo de test sur l'autofocus, la stabilisation, l'autonomie, la vidéo. Bref, c'est 6 vidéos thématiques à découvrir dont je vous mets les liens dans la description. 18 mois après l'introduction du Fujifilm X-T3, voici déjà venu le temps d'une nouvelle itération dans une gamme qui a connu beaucoup de succès au fil des années. Le X-T3, quand il est arrivé, il a amélioré l'autofocus, mais il a surtout permis à Fuji de conquérir une crédibilité dans le domaine de la vidéo. C'était un appareil photo, c'est toujours d'ailleurs un appareil photo ultra polyvalent, aussi bien en photo qu'en vidéo, mais il avait quand même 2 gros défauts. Le premier, c'était un capteur qui n'était toujours pas stabilisé, ce qui en vidéo est vraiment un problème, et en 2020, ça devient quasiment une anomalie sur le marché. Le second, c'est une autonomie qui était devenue vraiment trop frustrante, et là aussi, beaucoup de gens disaient « je ne peux pas faire de vidéo avec le X-T3 car la batterie ne dure pas assez longtemps ». Probablement 2 conditions qui ont été suffisantes pour Fuji pour anticiper la sortie d'un nouveau modèle qui justement vient corriger ces défauts-là. Le X-T4 s'affiche donc comme un X-T3 avec un capteur stabilisé, une nouvelle batterie et un écran sur rotule. Le capteur, c'est exactement le même que celui du X-T3, le processeur aussi. Le X-T4 dispose donc d'un capteur rétroéclairé. Si c'est du chinois pour vous, ça signifie qu'il a une des meilleures technologies de capteur actuellement disponibles sur le marché, et surtout une des plus rapides. C'est un capteur de 26 millions de pixels. Je ne reviendrai pas ici en détail sur toutes les nouveautés qui ont été introduites par le X-T3. Je vous invite à aller voir la vidéo complète que j'ai faite à ce sujet, que je vous mets en description. J'ai pu éprouver ce X-T4 pendant le confinement grâce à mes enfants qui bougent beaucoup. Capable de mettre à l'épreuve n'importe quel autofocus. Évidemment, j'aurais préféré pouvoir participer à des événements. J'avais fait un championnat de wakeboard quand le X-T3 était sorti. D'habitude, je vais dans une réserve africaine. Bref, il y a de quoi se faire plaisir et de quoi sortir avec ce genre d'appareil. Mais ici, il a fallu le tester dans des conditions de confinement. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît la situation de notre pays au moment où je fais ce test. Longtemps, la crainte a quand même été que Fuji reprenne un boîtier aussi gros que celui du X-H1 pour faire son X-T4. Pourtant, la stabilisation du capteur est arrivée, l'arrivée d'un écran sur rotule aussi, et sincèrement, ça a fait grossir le X-T4 que vraiment, modestement, ça a ajouté seulement 68 grammes. À l'usage, je ne le sens quasiment pas, et quand je passe d'un X-T3 à un X-T4, c'est difficile, juste en fermant les yeux, de me dire lequel est lequel. À mon avis, en tout cas à mon sens, c'est insignifiant. De même que le changement de grippe. Là aussi, c'est léger. C'est pas ce qui va faire le choix entre un X-T3 ou un X-T4. Le X-T4, ça reste un boîtier qui est léger, dont la particularité, c'est de proposer quasiment un bouton ou une molette pour chaque fonction. C'est ce qui rend les Fuji si fun à utiliser. On peut régler la vitesse, l'ouverture, les ISO, la correction d'exposition. On peut changer les modes avec des molettes sans avoir besoin de trifouiller dans des menus qui sont devenus compliqués. L'ergonomie est reconnue unanimement comme étant une des plus sympas sur le marché. L'ensemble, on est quand même au X-T4, affiche réellement une belle maturité et tout ça respire nettement la qualité. Les molettes sont verrouillables pour pas que vous les changiez par inadvertance. La taille a été encore revue pour diminuer un tout petit peu la taille pour que quand vous les mettez dans le sac, elles ne changent pas. Bref, on sent quand même un produit qui a été réellement éprouvé au fil des générations et qui réellement est à maturité. Au rayon des nouveautés, un environnement vidéo qui est maintenant séparé de la partie photo qui va contenter les 2 camps. Dommage quand même que la configuration des boutons ne puisse pas être différente en photo et en vidéo, mais peut-être que Fujifilm changera ça via une mise à jour de firmware dont il est habitué. En tout cas, si vous êtes habitué d'un réflexe, c'est une question qu'on me pose régulièrement, vous pouvez changer ouverture, vitesse et ISO avec les molettes avant ou les molettes arrière et ne pas utiliser le système de molettes de chez Fuji. C'est une possibilité qui vous est offerte. Double port UHS 2, prise USB-C, micro, télécommande, exit la prise casque qui devra maintenant passer par un adaptateur USB-C, certes fourni, mais on aurait aimé une prise casque dédiée. L'écran sur rotule est une des nouveautés les plus visibles, pourtant seule la rotule est nouvelle. L'écran est exactement le même que celui du X-T3,
un écran dont la fonction tactile fait parfois pâle figure par rapport au smartphone, avec une précision ou une réactivité parfois insuffisante. J'aurais apprécié un nouvel écran personnellement. Mais comme je le disais en introduction, on est plutôt sur un XT3 stabilisé qu'on aurait pu appeler XT3S plutôt que sur un vrai XT4 qui introduirait de nouveaux composants en interne. L'écran sur rotule, c'est une des plus grosses nouveautés et je l'ai beaucoup apprécié alors que sincèrement, je le craignais de prime abord. J'aime finalement la flexibilité que ça donne en toute situation, hein. Aussi bien en photo, quand on prend des photos en mode portrait, hein, quand vous pouvez le mettre comme ça. Moi, je m'amuse à vraiment jouer avec des angles hyper fermés. On ne pouvait pas du tout faire ça à l'époque. Mais aussi en vidéo, hein, où vous pouvez voir ce que vous filmez parce que vous pouvez voir l'écran. C'est à mon avis le meilleur type d'écran qu'on fait en 2020. C'est le plus polyvalent et Fuji a réellement bien fait les choses en adoptant ce style d'écran-là, justement pour un boîtier aussi polyvalent qu'est le XT4. Le viseur, quant à lui, il reste inchangé. C'est exactement le même viseur que celui du XT3, c'est-à-dire que c'est un viseur qui est lumineux, il fait quand même 800 nits de luminosité, il a un taux de rafraîchissement de 100 images par seconde, on est évidemment sur un viseur OLED, le lag est très très faible, pour moi on est au top de ce qui existe en termes de viseur. Certains auraient aimé un viseur encore plus gros, mais ça serait probablement... il aurait fallu un boîtier encore plus gros aussi probablement. Le XT4 inaugure de plus des modes qui permettent d'améliorer encore plus le viseur. Vous avez un mode notamment basse lumière que j'ai trouvé bluffant. Vous activez ce mode boost basse lumière et le viseur, la neige qui était dans le viseur disparaît littéralement et vous avez un viseur réellement qui s'approche itération par itération. Je pense que les viseurs des hybrides s'approchent de plus en plus des viseurs optiques. Le XT4 hérite de l'autofocus de premier plan du XT3. Hein. On a un capteur rétroéclairé, je l'ai dit, et donc rapide. C'est un AF de phase sur l'entièreté du capteur. C'est difficile de faire mieux. Pourtant, Fuji le fait encore évoluer. Il reste pleinement fonctionnel, même dans le quasi noir maintenant. Et c'est réellement purement étonnant quand vous mettez un XT3 et un XT4 juste à côté. Le XT4 est toujours capable de faire la mise au point alors même qu'on est dans le noir, alors que le XT3 est complètement perdu. Allié au viseur qui lui aussi, je viens de vous le dire, il évolue dans le noir, on a un appareil qui est réellement pleinement utilisable comme un réflexe en basse lumière. Et c'est à mon sens la première génération qui permet de faire ça. Enfin, on a un suivi qui fonctionne, qui est capable de reconnaître les motifs et il est maintenant capable de les suivre correctement si le motif n'est pas trop petit. Ça marche plutôt bien, même si on sent bien ici qu'on est sur une première itération, pas encore en maturité, et qui demande probablement encore à être affiné dans les prochaines firmware pour être capable notamment de suivre les sujets les plus petits. Et signe d'un manque de maturité, le suivi d'objets n'est pas disponible en vidéo. Et ça, c'est très dommage, ça m'a cruellement manqué parfois. La détection des yeux et des visages continue d'évoluer avec le XT4. Les visages sont bien mieux reconnus qu'avant, notamment quand ils sont très petits ou très grands, alors que ça ne marchait pas à la sortie du XT3. Maintenant qu'ils portent des lunettes ou non, ça fonctionne. L'affichage n'est pas toujours très rassurant, hein. Il a un petit lag d'affichage qui est toujours bien présent, mais les résultats sont vraiment bons quand vous êtes sur la carte SD. En somme, je trouve que c'est une excellente prestation autofocus, aussi bien en photo qu'en vidéo. Excellente, hein, sans être infaillible, hein. Pour les actions les plus vives, on arrive encore à prendre en défaut l'autofocus. Sony notamment semble garder encore une longueur d'avance à ce niveau-là, mais Fuji progresse itération après itération. Et qui dit autofocus dit aussi l'importance d'une cadence de rafale infernale. Sur le XT4, vous avez quand même 15 images par seconde en obturateur mécanique, hein. C'est une première mondiale d'avoir une rafale aussi rapide avec un obturateur mécanique. Et toujours 30 images par seconde en obturateur électronique. J'ai presque envie de vous dire qui a besoin d'une rafale de 30 images par seconde. La mise au point est précise, encore améliorée par rapport au XT3. Les rafales comportent moins de photos floues. Autant dire que la rafale n'est pas une question, mais la longueur de la rafale est conditionnée par la taille du buffer, hein, mémoire tampon de l'appareil, et elle reste trop courte, avec des rafales qui sont souvent limitées à 2 ou 3 secondes en RAW. C'est beaucoup moins limité en JPG qui arrive à faire 164 photos contre seulement 36 en RAW. Un domaine dans lequel j'espérais beaucoup, hein, avec l'ajout du RAW compressé avec perte.
mais finalement, ça ne sert à rien puisque les fichiers sont quasiment d'une taille similaire en RAW compressé avec perte ou sans perte. Avec de telles capacités, le X-T4 est taillé pour l'action. Les prestations autofocus Rafale vont contenter largement un public de photographes exigeants et sera largement suffisant pour un grand nombre de cas. Il y a vraiment peu d'appareils sur le marché aujourd'hui qui sont capables de faire mieux, et certainement pas dans cette gamme de prix. Concernant la qualité de l'image, elle est exactement identique à celle du X-T3. Il sera impossible de distinguer une photo du X-T3 ou du X-T4 puisque c'est la même. Pareil pour la dynamique, c'est donc ce qui se fait de mieux sur APS-C. La montée en ISO reste identique à celle du X-T3. Là aussi, difficile pour l'instant de faire mieux sur un appareil photo APS-C. Charge à Sony qui développe les capteurs d'innover encore pour faire mieux un jour. Les appareils Fuji sont célèbres pour le rendu des couleurs, la qualité des JPG et notamment pour leur simulation de film qui permettent de donner un look très travaillé à chaque photo. Le X-T4 enrichit la collection de simulation de film avec Eterna Bleach Bypass. Alors c'est une simulation de film qui ne va pas convenir à tous les sujets, mais qui offre un look très particulier qui devrait convaincre certains photographes. Quand on a goûté aux simulations de films, c'est réellement difficile de s'en passer, sachant que les simulations de films sont utiles à la fois à la prise de vue pour ceux qui font du JPG, mais elles sont utiles aussi pour ceux qui font du RAW, puisqu'on les retrouve dans les logiciels de développement photo, et ça va vous permettre justement, dans un fichier RAW, de partir déjà avec un look prédéfini qui est suggéré par les simulations de films Fujifilm. Et ça, quand on en a l'habitude d'avoir ça dans son flux de développement photo, quand vous passez à une autre marque, ça vous manque réellement. Très doux en photo, le X-T4 l'est autant en vidéo. C'est le domaine dans lequel il prétend à devenir une référence. Les caractéristiques sont ultra complètes. Déjà, enfin, on a un capteur stabilisé. Et quelle stabilisation, J'ai été bluffé par les résultats. Alors, je vous invite à aller revoir la vidéo test dédiée à la stabilisation, dans laquelle je vous montre les performances de cette stabilisation. Vous verrez que c'est digne des meilleures stabilisations sur le marché. Je ne dis pas que c'est la meilleure au monde, mais il n'y a pas beaucoup d'appareils qui font nettement mieux. En photo, selon les objectifs, vous allez gagner 5 à 6 stops avec une stabilisation de capteur qui s'associe avec la stabilisation des objectifs. En vidéo, c'est surtout la stabilisation des plans qui est intéressante, bluffante même. D'autant que la stabilisation, elle est complétée par un mode boost de stabilisation pour des plans fixes qui ne bougent quasiment plus. Et vous avez en plus de tout ça une option de stabilisation numérique qui ajoute un crop d'environ 10% et qui permet d'avoir une stabilisation encore plus stabilisée. Vous avez vraiment des plans qui sont utilisables en sortie de caméra et qui ne bougent quasiment plus. Bref, c'est un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'obtenir des résultats vraiment stabilisés. Alors les caractéristiques vidéo sont longues comme le bras. Donc pour ne pas les citer, on a le 4K 60 fps, évidemment, on a un F-Log encore meilleur. On a une prise micro, on a un prise casque avec adaptateur, on a du H265, du 4.2.0 10 bits en interne, du 4.2.2 10 bits en externe. Vous avez le long op, vous avez le all intra, vous avez un bitrate qui va jusqu'à 400 Mbps. Vous avez maintenant une option pour avoir du MP4 ou du point move. Bref, la liste des possibilités, elle est réellement très très longue maintenant. Et vous avez la possibilité, en jouant sur tous ces paramètres-là, d'avoir une qualité d'image bluffante. Ça fait réellement la différence. J'ai fait une vidéo dédiée à ce thème que je vous mets dans la description. À toutes ces options-là s'ajoutent les ralentis 10 fois 240 images par seconde, alors que le X-T3 ne faisait que du ralenti 120 images par seconde. Et sincèrement, je trouve que la différence est réellement notable, c'est ultra appréciable pour avoir des plans cinématographiques, d'autant plus que ils sont stabilisés, contrairement à ce qu'on pouvait faire avec le X-T3. Les menus photo et vidéo sont séparés, tout se paramètre de manière indépendante et beaucoup plus clair qu'avant, puisqu'on est vraiment dans deux espaces complètement, l'un dédié à la photo et l'autre dédié à la vidéo qui devrait contenter tout le monde. En tout cas, en vidéo, si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets dans la description des vidéos faites par Monsieur Caméra et par d'autres qui ont mis à l'épreuve les compétences vidéo du X-T4 dans différentes vidéos. Allez, les caractéristiques, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Et quand on offre de telles caractéristiques, une des questions qui se pose, c'est la capacité à gérer la surchauffe. C'est des boîtiers qui sont petits,
et c'est réellement un point difficile pour les appareils photo sur le marché. Le X-T4, d'après mes tests, se comporte plutôt bien, de manière incroyable en 4K 25 fps. Il est absolument impossible de le faire surchauffer. On se demande même pourquoi Fuji met une limite de temps d'enregistrement. Il pourrait s'en passer, et puisqu'il est capable de filmer jusqu'à épuisement de la batterie. Ce n'est pas le cas en 4K 50 fps où il surchauffe après environ 40 minutes d'enregistrement. Je vous invite à visionner le test de la partie autonomie pour en savoir plus. Et puisqu'on parle d'autonomie, point faible des hybrides quand même, Fuji a introduit un nouveau modèle de batterie avec le X-T4. J'ai été bluffé par l'autonomie en photo qui m'a semblé globalement similaire à ce que propose Sony, même si l'autonomie, ça se juge plutôt sur le long terme et qu'il conviendra de le vérifier dans les semaines qui viennent. En vidéo, il est inépuisable en 4K 25 fps où j'ai pu filmer 2h45 avec une seule batterie. Et 1h16 en 4K 50 fps, mais en le ventilant pour éviter qu'il surchauffe. Le X-T4 s'aligne sur les meilleures autonomies sur le marché des hybrides. D'autant plus que vous pouvez mettre un grip avec 2 batteries supplémentaires pour tripler l'autonomie du X-T4. Ou alors, grâce à son port USB-C, vous pouvez l'alimenter ou le recharger pour ne plus avoir à vous soucier du tout de l'autonomie. Dans les inclassables, on pourrait citer l'obturateur avec un bruit de déclenchement qui est très feutré, très discret, bien plus silencieux que celui du X-T3. Réellement, j'adore. C'est vraiment un régal de faire si peu de bruit avec l'obturateur mécanique et d'être si discret. Les nouvelles fonctions sont beaucoup trop nombreuses pour être toutes listées ici, mais si je devais n'en retenir que 3, ça serait la balance des blancs White Priority, donc priorité aux blancs, qui tue l'ambiance lumineuse en fait pour réellement avoir des blancs bien blancs. On a une nouvelle fonction de focus bracketing qui est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus efficace que l'ancienne. Et on a enfin du HDR en JPG directement dans le boîtier sans avoir à passer dans l'ordinateur. Et l'appareil photo est maintenant enfin capable de faire aussi bien que les fonctions HDR présentes dans les iPhones et les Android depuis des années. Voilà pour ce X-T4, c'est quand même des super performances et une offre incroyable de fonctionnalités dans un si petit appareil qui pèse seulement 600 grammes avec batterie. En termes de polyvalence, je ne crois pas qu'il existe beaucoup mieux sur le marché, mais c'est subjectif. Il y a peu de compromis aussi bien en photo qu'en vidéo. Mais est-il parfait? Quel appareil l'est parfait? En termes de regrets, on aurait aimé un buffer un peu plus gros pour des rafales plus longues. On aurait aimé un suivi capable de suivre même des petits objets et qui fonctionne en vidéo. J'aurais aimé un AF encore plus collé à l'œil, avoir du waveform en vidéo, un écran avec un meilleur tactile et des menus tactiles. Enfin, une séparation photo et vidéo encore plus importante, un grip encore plus prononcé, plus de limites de temps d'enregistrement en vidéo. En tout cas, voici ma liste de vœux pour le X-T5 si Fuji n'a pas d'idée. Mais ce qui fera probablement le plus grincer des dents, c'est l'augmentation du prix, qui est probablement justifiée par la stabilisation, la nouvelle batterie, l'écran sur rotule, mais qui le rapproche quand même en termes de prix d'appareils plein format toujours moins cher. Alors certes, doté de moins de fonctions, mais avec d'autres atouts, un choix risqué pour Fuji. Mais bon, on sait quand même que Fuji sait jouer avec les prix en sa faveur grâce à une politique de réduction permanente présente à longueur d'année qui ramène à son plus juste prix les prix de ces boîtiers parfois jugés un peu chers. On aurait aimé aussi un chargeur de batterie externe pour ce prix inclus directement dans la boîte. Il faudra charger les batteries avec le X-T4 et un câble USB-C fourni. Finissons-en sur une bonne note. Fujifilm est connu pour sa culture des mises à jour. C'est une des particularités de Fuji, c'est de faire évoluer les boîtiers pendant une période de temps assez longue, souvent environ 2 ans, c'est-à-dire une génération. Et on ne parle pas seulement de mise à jour pour changer la police de caractère. On parle de mise à jour massive, régulière, qui introduisent des nouvelles fonctions, qui améliorent considérablement les performances. C'est vraiment non négligeable et il faut vraiment l'avoir à tête au moment du choix. Charge à Fuji de poursuivre dans cette voie, aussi bien avec le X-T3 qu'avec le X-T4. Les rumeurs semblent dire que oui, donc tant mieux. Et si vous décidez d'acquérir le Fujifilm X-T4, une masterclass X-T4 de plusieurs heures peut vous permettre de le prendre en main facilement, allez sur classe-fuji.com. Voilà pour ce test du Fujifilm X-T4 qui, j'espère, aura répondu à beaucoup de questions.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du XT4, quels sont les avantages, quels sont les défauts selon vous. Ça intéresse toute la communauté. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me remercier en laissant un pouce levé vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner présent juste en bas de la vidéo. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!